Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos deux chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. Aujourd'hui, alors que plus de 2200 dispositifs d'aide publique soutiennent les entreprises en France, une interrogation essentielle se pose: où va l'argent public et avec quels résultats? Dans un contexte de crise budgétaire, les questions sont aujourd'hui plus que légitimes. Quelles sont les contreparties exigées par les pouvoirs publics quand une aide est accordée, notamment aux entreprises qui ferment, licencient, délocalisent et versent des dividendes? Une commission d'enquête sénatoriale a été créée pour tenter de répondre à toutes ces questions. Le rapporteur, le sénateur communiste Fabien Gay, est notre invité. C'est l'entretien. Bonjour Monsieur Gay. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous avez présenté à la presse, c'était la semaine dernière, il me semble, les conclusions du rapport de la commission d'enquête et vous avez estimé le montant des aides d'État versées aux entreprises. Rappelez-nous ce chiffre qui est colossal. 211 milliards. 211 milliards d'aides publiques à travers plus de 2200 dispositifs, diverses agences qui distribuent cet argent. Alors il faut les décomposer. Il y a des aides budgétaires, donc des aides directes aux entreprises, des aides fiscales, classées et déclassées, donc ça c'est des taux de TVA réduits. Et puis il y a une partie sur les exonérations de cotisations patronales qui se chiffre maintenant à 77 milliards. D'ailleurs, j'entends beaucoup que ce chiffre devrait être contesté, ne devrait pas rentrer dans les aides publiques aux entreprises. D'abord, dire que et le ministre de l'économie et des finances et Madame Vautrin comptabilisent les exonérations. Et je rappelle à celles et ceux qui nous écoutent que c'est évidemment de l'argent qui ne rentre pas dans les caisses de la sécurité sociale, mais personne ne le dit et tout le monde oublie, peut-être un peu facilement, c'est quand même de l'argent compensé par l'État. Pas tout à fait, puisqu'il manque 5 milliards. Donc, en réalité, on vous vole une part de votre salaire, parce que dans le salaire, il y a le salaire net, le salaire brut et le salaire super brut. Donc, on vole à chaque travailleuse et travailleur une partie de son salaire super brut. Et en plus, en tant que contribuable, c'est vous qui remettez au pot pour combler ces exonérations. Donc, ce chiffre, 211 milliards, et c'est la première fois qu'il y a un chiffre objectivé. Et comment vous l'avez obtenu, ce chiffre? Parce que vous le dites, hein, vous regrettez qu'il n'y ait pas de tableau centralisateur. Alors comment l'administration vous a aidé dans ce cas-là? Alors ça, c'était un peu la première chose qui a stupéfait l'ensemble de la commission, on était 19, c'est qu'il n'y avait pas de tableau centralisateur. Les différentes administrations ne connaissaient pas le montant, ni le volume, ni ce qu'elles attribuaient entreprise par entreprise. Donc nous, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, on a collecté toutes les données dans chaque ministère. Ça a été un travail très long, très fastidieux. D'ailleurs, je veux en remercier une nouvelle fois l'administration du Sénat. On s'est adjoint 2 data scientists qui ont fait le travail et qui ont collecté, une fois qu'on avait toutes les données, qui ont compilé cela et qui ont pu nous permettre d'avoir pour la première fois ce chiffre objectivé. Ça veut dire qu'il n'y a aucune surveillance sur l'argent public qui est donné aux entreprises. Alors après, c'est une autre question, la surveillance. Parce qu'à partir du moment où on connaît le montant, où on a pour la première fois un chiffre objectivé, là on peut se poser des questions. Est-ce qu'il y a des critères d'éligibilité, de conditionnement, le suivi, l'évaluation? Donc l'argent public est contrôlé fiscalement, l'administration fiscale fait le travail, mais en réalité il y a peu ou pas de conditions, c'est-à-dire on vous donne de l'argent, mais on ne vous demande rien en contrepartie, par exemple des critères en termes d'emploi ou de décarbonation, etc. Et surtout, il n'y a pas de suivi et pas d'évaluation. Donc on ne sait pas si ça marche ou pas de vous attribuer de l'argent public. Donc si on résume, une fois que l'administration débloque l'argent, elle ne vérifie pas où ça va. L'administration fiscale vérifie que l'argent est bien attribué, bien contrôlé, mais après, il n'y a pas de suivi d'évaluation, c'est-à-dire est-ce que ça fonctionne ou pas, pourquoi on l'a donné. Comme il n'y a pas de conditions, on ne vérifie pas, puisque si je vous donne de l'argent et que je ne vous demande rien, ensuite, l'administration ne peut pas vous dire à quoi vous l'avez utilisé, puisqu'on vous a donné de l'argent sans rien vous demander. Donc par exemple, lorsque des élus et des parlementaires, des syndicalistes disent « mais on a donné de l'argent, mais ils licencient ». Ben oui, parce qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on ne pose aucun critère de conditionnement. Donc pas de suivi, pas de surveillance et pas de contrepartie. Rien. Ça veut dire qu'une entreprise qui licencie,
qui distribue même des dividendes, d'accord, peut bénéficier de l'aide publique d'État. Tout à fait. D'ailleurs, il y a un certain nombre d'auditions, elles sont toutes publiques, donc j'invite celles et ceux qui nous écoutent à aller les réécouter, notamment celles de l'administration. D'ailleurs, j'ai posé la question à la Direction générale des entreprises. Aujourd'hui, en France, on peut avoir une entreprise qui touche des aides publiques, qui verse des dividendes conséquentes à ses actionnaires, qui pratique le rachat d'actions pour plusieurs milliards d'euros et qui licencie. C'est tout à fait autorisé aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, mais nous avons des recommandations pour, évidemment, muscler cela. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement, que l'aide publique peut aller dans les poches des actionnaires? Oui, ça peut. Par exemple, on a auditionné Carrefour. J'ai compilé avec des syndicalistes qui m'ont donné un certain nombre de chiffres. D'ailleurs, M. Bompard, le PDG, ne les a pas contestés sur 6 années de CICE. C'est environ 2,6 milliards d'argent public qui ont été donnés à Carrefour, un bénéfice net dans la même période de 3,5 milliards, et c'est 2,8 milliards qui sont partis dans la poche des actionnaires. Donc là, clairement, l'argent public a servi aux actionnaires de Carrefour. Et d'ailleurs, le ministre de l'économie et des finances, M. Lombard, quand je lui ai mis le tableau face aux yeux, n'a pas pu le contester et a dit « il y a une question », assez pudiquement. Vous avez fait plusieurs auditions, oui. Plus de 50. Oui. Quelle est celle qui vous a le plus marqué? C'est difficile parce qu'au départ, on avait dit on fait l'administration, on fait des économistes, des chercheurs, puis après on a fait 33 PDG, plutôt des boîtes, des entreprises du CAC 40. On a beaucoup parlé de celle de M. Bernard Arnault, puisqu'elle a donné lieu à une passe d'armes, si je puis dire, avec lui. Il y a eu celle autour de Carrefour qui a fait beaucoup réagir, notamment ce que je viens de vous dire. Et puis autour du climat social dans l'entreprise et de la location-gérance qui est très mal vécu par des milliers, des dizaines de milliers de salariés. Il y a eu celle de Sanofi, là aussi, quasi 1 milliard de crédits d'impôt recherche en 10 ans. C'est quand même une grande entreprise qui n'a pas réussi à trouver le vaccin et qui, dans le même temps, a licencié environ 3500 personnes. Donc là, clairement, le crédit d'impôt recherche n'a pas servi à sauvegarder l'emploi, il en a plutôt détruit. Et en plus, si on voulait, est-ce que cela a fonctionné? Pas vraiment. Et c'est une entreprise qui continue à licencier et qui va vendre 2 sites, dans le Val-de-Marne à côté et le site d'Amélie. D'ailleurs, vous avez un chiffre, un pourcentage lorsque les aides d'État, les aides publiques se sont avérées efficaces ou pas? Non, c'est bien ça le problème, puisque aujourd'hui, comme il n'y a pas de suivi et pas d'évaluation de tous les dispositifs fiscaux, il est impossible pour personne... Donc c'est 211 milliards d'euros d'aides publiques évaporées. Pas évaporés, ils sont là, mais par exemple, sur les exonérations de cotisations patronales, il y a un débat des économistes, des chercheurs de droite et de gauche qui disent que les exonérations au-dessus de 1,6 SMIC, donc grosso modo pour les salaires un peu plus au-dessus de 2 000 euros, sont inefficaces sur l'emploi. Et pourtant, chaque année, le Parlement revote 20 milliards d'euros d'exonération de cotisations en sachant pertinemment que ça ne fonctionne pas. Et après, il y a tout un tas de dispositifs, le crédit d'impôt jeux vidéo qui bénéficie à une entreprise, Ubisoft, le crédit, la taxe au tonnage. Oui, parce qu'il y a 2200 dispositifs. Tout à fait, 2200. Lequel est le plus utilisé? Alors, c'est beaucoup le crédit d'impôt recherche. C'est plus de 8 milliards d'euros chaque année pour de nombreuses entreprises, dont 30% peut être utilisé en dehors de la France. Donc, on donne de l'argent pour qu'on fasse de la recherche et du développement à l'extérieur de la France, au sein de l'Union européenne. C'est permis jusqu'à 30%. Donc là aussi, c'est quand même un questionnement, puisqu'on nous a vendu que le crédit d'impôt recherche était pour faire de la recherche en France, et on s'aperçoit que les critères, là il en existe un, permettent à une entreprise 30% de faire. Alors, pour être tout à fait honnête, c'est aussi un critère européen qui nous oblige sur cette question-là, mais c'est quand même un fort débat. Donc, c'est celui qui a fait le plus débat entre nous. Donc après ces 6 mois d'enquête, vous avez publié 26 recommandations. Oui. Quelles sont selon vous les prioritaires? Alors, les 26 se tiennent, mais bon, d'abord la transparence. C'est la première fois que 33 PDG viennent et donnent le montant des aides publiques allouées à leur entreprise. Moi, j'ai reçu des milliers de messages de salariés me disant « ça fait 15, 20, 30 ans que je suis dans cette entreprise, je ne connaissais pas le montant des aides publiques, donc merci ». Donc nous, on invite d'abord à ce que le tableau que nous avons fait soit actualisé par l'administration et surtout que le débat
ait lieu maintenant dans chaque entreprise. On veut que chaque année, les CSE et les délégués syndicaux disposent des montants, des aides publiques et du volume des aides publiques. Donc pour moi, c'est très important parce que le débat de transparence, il doit d'abord avoir lieu dans chaque entreprise. Que toute la boîte soit au courant, les oui, salariés, bien sûr. tout le monde. Bien sûr, évidemment, vous avez une entreprise qui fait X millions de bénéfices, X millions de dividendes et X millions d'argent public et que le débat ait lieu. Et puis, il y a des recommandations pour moi qui sont fortes autour d'un choc de responsabilisation. Par exemple, on propose pour la première fois que les aides publiques en cas de délocalisation soient remboursées sur 2 ans. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Pareil, une entreprise condamnée pour fraude fiscale, travail illégal, discrimination systémique ou atteinte à l'environnement, on la suspend des aides publiques pendant 2 ans. Et enfin, une des recommandations très fortes que je vais continuer à porter et à alimenter dans le débat public, c'est que l'argent public ne peut pas servir les actionnaires. Donc on propose que dans le montant distribuable des dividendes, l'argent public soit soustrait. C'est-à-dire, pour être clair, vous avez 1 milliard de bénéfices potentiellement distribuables aux actionnaires, vous avez touché 200 millions d'aides publiques, vous faites 1 milliard moins de 200 millions, vous ne pouvez plus que verser 800 millions, ce qui reste évidemment un débat, et l'AG des actionnaires décide. Ça, je crois que ça recrée de la confiance entre les citoyens que nous sommes, les salariés des entreprises et évidemment les chefs d'entreprise. Vous êtes communiste ? Oui. Vous êtes le rapporteur de cette commission d'enquête. Le président, c'était M. Rittmann, un Oui. LR. Comment ça s'est passé ? Super bien. Ce qui prouve d'ailleurs que la démocratie, c'est se respecter, c'est s'écouter. On n'a pas toujours été d'accord, et c'est pas grave, parce que je considère que la démocratie, c'est la dispute organisée, tant qu'elle reste argumentée, cordiale. Et avec Olivier Rittmann, on a d'abord fait un rapport, et je le rappelle, voté à l'unanimité de la commission, avec une commission qui était majoritairement composée d'hommes et de femmes de droite. Et avec Olivier, on s'est très bien entendu. On n'a jamais eu d'accroc sur l'ensemble des auditions. Et puis parfois, quand on n'était pas d'accord, et on l'a dit, et on l'a prouvé, et notamment dans des auditions des PDG, lorsque je leur posais des questions sur les dividendes, le rachat d'actions ou les licenciements, lui, il disait « mais moi, je suis plutôt d'accord avec vous, et ce n'est pas grave ». C'est aussi ça le débat démocratique, et je pense que c'est ça aussi qui a plu à une majorité de nos concitoyens et concitoyennes. Parce que quand je l'ai lu, c'est vraiment, excusez-moi de l'expression, mais vraiment 2 salles, 2 ambiances. Parce que lui, je vais le citer, il a dit « on n'a pas noté que certaines entreprises, et pardonnez-moi l'expression, mais se goinfrent ». C'est ce qu'il a dit. Oui, après 6 mois d'enquête, il a estimé qu'il n'y avait pas de problème. Nous, on n'a pas voulu dans le rapport dire il y a 211 millions d'argent public, voilà où il faut couper. On a fait un travail qui permet d'objectiver la chose. Et après, le débat politique se poursuit. Et on l'a dit, on se met d'accord sur 26 recommandations, mais par exemple sur les exonérations de cotisations, on a dit que c'était une trappe à bas salaire et que les exonérations au-dessus de 1,6 SMIC étaient plutôt inefficaces sur l'emploi, mais on n'a pas décidé de porter une recommandation pour couper, arrêter ou amplifier. Bon, moi je suis pour arrêter. Potentiellement, lui, est pour continuer, mais c'est le débat politique qui va continuer, évidemment, entre nous. C'est que le début, cette commission d'enquête, finalement. Mais pour moi, elle n'est pas un début, pas une fin. Je veux rendre hommage aux syndicalistes qui luttent dans leur entreprise. Je veux rendre hommage à de nombreux chercheurs, des économistes atterrés, celles et ceux, Maxime Combes, Olivier Petitjean, qui ont écrit des bouquins sur l'argent public, un pognon de dingue. Donc il y a beaucoup de gens qui luttent depuis des années sur cette question. Elle est un point d'étape important, parce que là, maintenant, le chiffre, plus personne ne peut le contester. Même M. Bayrou l'a cité. Justement, voilà. On va en parler. Et après, il va continuer, parce que la bataille politique va continuer. Moi, j'en serai humblement un parmi un. Je vais continuer maintenant à porter ce rapport, ces recommandations, pour faire avancer les choses dans le débat public. Alors, vous avez dit justement que l'un des premiers budgets de l'État, c'était les aides publiques aux entreprises. Ça tombe bien, François Bayrou l'a dit, il faut faire des économies. Il a présenté son budget. Est-ce qu'il a parlé de votre rapport ? Il en a parlé. Après, le sang et les larmes pour les salariés. C'est-à-dire, globalement, pour l'ensemble du peuple, les prestations sociales, les dépenses sociales, les coupes, les 2 jours fériés, etc., etc. Donc ça, tout est calibré, tout est chiffré, tout est sur les rails. Il n'y a pas grand-chose à négocier. Et après, sur l'imposition ou la taxation des milliardaires, c'est en débat. Et il a évoqué le rapport, en essayant de remettre un peu en question le chiffre et les exonérations de cotisation, mais en disant que quand même c'était, je le cite, vertigineux. 211 milliards, c'est vertigineux. Et il appelle les entreprises
à se réunir pour trouver des propositions qui pourraient être moins 10 milliards d'aides, moins 10 milliards d'impôts. Donc ça, ce n'est pas les conclusions de notre rapport, c'est un débat politique qui vivra plutôt à droite, vous l'aurez évidemment compris. Moi, je trouve que, bon, en plus, je pense que son plan, il le sait, n'a aucune chance d'aboutir en réalité. Il mène un combat idéologique sur une question pour dire du sang, du larme pour tout le monde. Emmanuel Macron l'a dit, ce budget a la vertu du courage, de l'audace et de la lucidité. Non, il n'y a aucun courage à saigner ceux qui ont déjà pas grand-chose et qui n'ont que leur force de travail, et à épargner ceux qui ont déjà tout et qui se sont enrichis depuis 8 ans. On est maintenant la France des milliardaires, la France des rentiers, la France du patrimoine de ceux qui ont déjà beaucoup. Donc il n'y a aucun courage à cette question-là. Donc, mais voilà, comment vous l'avez vécu? Vous sortez de 6 mois d'audition, d'enquête, vous voyez qu'il y a 211 milliards qui ont été donnés à des PDG, à des actionnaires. Quelques jours après, M. Bayrou présente son budget, il veut faire, il me semble, 40 milliards d'économies. Et sa solution, c'est de taxer les particuliers. Comment vous l'avez vécu? Moi, en tant que parlementaire et citoyen, très mal. Bon, on ne s'attendait pas à autre chose. Donc, évidemment, il faut être au combat. Je suis combatif. Parce qu'il ne faut pas rester les bras ballants en se disant, bon, on va attendre. Non, non, il faut être extrêmement combatif, refuser, faire échec à ce plan et censurer M. Bayrou dès que possible. Mais après, évidemment, on est dans une bataille idéologique. Et moi, prenons bien, si on n'avait pas eu ce rapport, M. Bayrou n'aurait jamais cité les aides aux entreprises. L'effet qu'on ait dévoilé le rapport et 26 recommandations une semaine avant, que ce chiffre, même si certains essaient de le remettre en question, la masse, y compris à droite et au MEDEF, n'ose pas le remettre parce qu'il y a un chiffre objectivé, je le rappelle, pas du rapporteur communiste, du Sénat et d'une commission d'enquête votée à l'unanimité. Donc, ce n'est pas mon chiffre à moi. Oui, c'est un chiffre officiel. C'est maintenant un chiffre officiel. Et bien, je pense qu'on a gagné des choses dans la bataille idéologique. Et maintenant, évidemment, elle est à poursuivre. Eux, ils veulent saigner la majorité des travailleurs et des travailleuses, des retraités, des jeunes. Bon, nous, on porte. Vous l'avez fait exprès au niveau du timing? Pas du tout. En fait, quand une commission d'enquête se crée, elle s'est créée donc le 14 janvier dernier, on a 6 mois. Donc, il fallait rendre nos recommandations avant le 14 juillet. Moi, j'aurais voulu qu'on le rende fin juin, mais on avait énormément de travail. Je rappelle, c'est 500 pages pour le premier tome, 300 pages pour les 2 autres tomes, donc c'est 800 pages à écrire, donc vous voyez bien que c'est assez considérable. Et donc, en fait, la date s'est imposée à nous, mais finalement, elle n'est pas si mal tombée à une semaine des annonces de M. Bayrou. Il faut le rappeler, par contre, cette commission d'enquête n'a rien de contraignant, M. Bayrou. Enfin, le gouvernement n'est pas obligé d'utiliser vos recommandations. Comme toutes les commissions d'enquête, mais nous, d'abord, je vais continuer à le faire vivre, je vais aller au débat avec les salariés, je vais continuer à tourner partout en France dans toutes les luttes sociales. Il y aura des rendez-vous importants à la fête de l'humanité, de confrontation, de débat d'idées. Au Parlement, maintenant, on s'est engagé à déposer des amendements en commun, et y compris, on ne s'est pas interdit le fait que si le gouvernement n'agit pas et ne reprend pas nos recommandations, nous irons même jusqu'à déposer une proposition de loi en commun avec les 19 membres de la commission, et celles et ceux qui voudront. Voilà. Ah ben non, le combat ne fait que commencer, bien sûr. La fin de la commission d'enquête engage maintenant une nouvelle phase, qui est le combat politique, pour que les choses que nous avons posées sur le papier entrent dans les faits. Alors, vous parliez de censure après la présentation du budget de M. Bayrou. On va d'abord parler des socialistes, et je vous propose d'écouter tout d'abord M. Faure. D'abord, nous ferons nos propres propositions à la rentrée. Et sur les bases actuelles, je vous le dis, la seule perspective possible est la censure. Vos propositions, mais une censure de votre propre chef, c'est-à-dire vous arrivez fin septembre, début octobre, vous déposez une motion de censure, ou bien vous attendez une discussion budgétaire, et si ce budget passait par 49.3, vous ripostez par une censure. Je viens de vous dire que nous ferons nos propres propositions. Très bien. Et nous verrons comment réagira le gouvernement. Il y a encore un temps. Il y a un sujet, et je vous l'ai dit en introduction, moi je ne nie pas la situation budgétaire actuelle. Simplement, ce que je dis, c'est qu'il y a d'autres façons d'entrer dans le sujet. Et que la façon dont y est entré le gouvernement est une mesure profondément injuste. Et donc, que nous chercherons à corriger. Et d'abord, y compris à nous interroger sur la trajectoire. Pourquoi 44 milliards? Vous contestez ce chiffre ?
Mais je me souviens que Michel Barnier avait été devant la Commission européenne, avait proposé dans un premier temps 25 milliards et que ça avait été jugé parfaitement acceptable par la Commission européenne. Pourquoi on est passé de 25 à 44 ? Bon, le PS va-t-il censurer ou pas? Toujours aussi flou. On va écouter un autre socialiste, c'est Fibre. On dit que nous étions ouverts à la discussion pour éventuellement obtenir une non-censure sur le budget. Mais pour cela, il faudra que le gouvernement modifie considérablement sa copie, car nous le disons aujourd'hui. Monsieur Gay, quelle est votre réaction quand vous entendez ces deux socialistes? Non, mais moi, je suis toujours un homme de débat et pas ni d'anathème, etc. D'ailleurs, je le redis, moi, je ne suis pas député, je suis sénateur et ce seront les députés qui choisiront à quel moment ils veulent censurer ou pas. Moi, ce que je pose et ce que j'ai envie de leur dire, c'est qu'il n'y a plus rien à négocier avec M. Bayrou, comme il n'y avait pas grand-chose déjà à négocier avec M. Barnier. Je considère que ce gouvernement est illégitime, puisqu'on a volé la victoire du Front populaire il y a un an. Et donc, il n'y a aucune assise dans le peuple, ni aucune assise dans l'Assemblée nationale telle qu'elle est aujourd'hui pour passer un tel programme. Et d'ailleurs, je le redis, je pense que même M. Bayrou sait qu'en réalité, il ne passera pas ce budget. Il mène un combat idéologique pour ouvrir une fenêtre d'Overton pour les suivants et pour l'après-Macron et pour permettre à d'autres de venir dire « Vous voyez ce qu'avait proposé M. Bayrou, il faut aller plus loin, c'est la remise en cause des 35 heures, c'est une part de capitalisation dans la retraite. » C'est ça qu'il prépare. Donc, il n'y a pas grand-chose à négocier. Et donc, après, à regarder avec l'ensemble des forces du Front populaire, est-ce que c'est dès la rentrée? Est-ce que c'est au moment budgétaire? Est-ce que c'est un moment du 49-3? Mais je ne crois pas à un dialogue avec ce gouvernement pour atténuer un peu le poids des chaînes et le poids du sang et des larmes qu'il propose à l'ensemble du pays. Donc il n'y aura pas grand-chose à négocier. Et d'ailleurs, ils ne voudront rien négocier. Donc il faut être, à mon sens, mais c'est le débat qu'il faut instruire avec nos amis socialistes et avec tout le monde, comment nous sommes combatifs dès la rentrée pour leur dire que nous ne serons pas dupes et nous, quoi qu'il arrive, nous les ferons chuter. Mais est-ce qu'ils vont censurer? Je le crois, ils se sont exprimés. Stéphane Peu, qui est président du groupe communiste, l'a dit. Moi, je le dis, ce sera aux députés communistes de choisir quand, comment, avec qui, comment, mais je les ai entendus. C'est en discussion, quoi. Ah non, je ne dis pas qu'ils sont en discussion. Okay. Je dis attention, de là où je parle, moi je suis sénateur et je ne donne pas de leçons aux députés. C'est à eux de choisir, comme je n'aimerais pas qu'ils me donnent des leçons au Sénat. Mais je ne crois pas qu'aucun député communiste n'ait envie de dialoguer ou voterait ce budget. Ils le censureront comme ils l'ont d'ailleurs déjà fait. Oui. Donc il n'y a aucune polémique à avoir sur cette question. Vous parliez tout à l'heure du NSP, du nouveau Front populaire. Est-ce qu'il existe encore, ce NSP? Il vit, il faut être honnête, il vit difficilement. Et d'ailleurs, c'est une difficulté, puisque pour éviter l'arrivée de M. Bardella et Mme Le Pen au pouvoir, l'an dernier, à la même époque, en plein cœur de l'été, nous avons fait le nouveau Front populaire et nous avons remporté les élections législatives et nous avons empêché le pire. Puis, finalement, ça n'arrive pas à vivre. Et avant cela, il y avait déjà eu la NUP. Donc, effectivement, face à un risque d'un budget extrêmement dur pour l'ensemble des travailleurs et des travailleuses, et face à un risque de l'arrivée de l'extrême droite ou d'une droite extrêmement dure au pouvoir avec les pleins pouvoirs, je pense que la gauche, dans son ensemble, doit se réunir, s'entendre sur un programme de rupture, pas refaire du Hollande. Donc ça, c'est une question. Et effectivement, elle nous est posée déjà en premier lieu pour les élections municipales. Donc vous y croyez encore à la candidature unique? Écoutez, il y a plusieurs échéances. D'abord, il y a les municipales. Donc il faut au minimum que nous soyons unis pour conquérir des villes et pour en conserver. Puis après viendra l'élection présidentielle. Et on ne rappelle pas assez, l'élection législative. Parce que nous, la question, c'est de sortir de ce présidentialisme. Il n'y a aucun, ni homme, ni femme, providentiel. La question, c'est d'avoir un programme commun législatif où tout le monde se respecte pour changer la vie des gens. Donc il faut prendre échéance par échéance. Donc d'abord se mettre d'accord sur le programme et après sur l'homme ou la femme? Municipal est lié extrêmement fortement, présidentielle et législative, avec un pacte législatif extrêmement fort. Oui, mais le problème, c'est que municipal, on peut se mettre d'accord sur un programme et pas sur une personne, mais à la présidentielle, on est bien obligé. Mais on verra, prenons étape par étape. Déjà, il y a la rentrée sociale. Il y aura la fête de l'humanité, qui sera un moment. Est-ce que nous sommes déjà en résistance
face à ce rouleau D'ailleurs, à la compresseur. rentrée, CGT, CDT, enfin, en tout cas, les syndicalistes se sont réunis, il me semble, Aujourd'hui, ils se réunissent aujourd'hui. Voilà, pour savoir s'il y aura un mouvement de mobilisation Tout à fait. la rentrée. Donc déjà, s'il y a un mouvement de mobilisation, nous avons intérêt, dans notre unité, à être en appui de ces mobilisations sociales. La fête de l'humanité sera aussi un de ces moments-là. 6 mois après, il y a les élections municipales. Donc nous ne pouvons pas être unis pour faire échec à Bayrou et être désunis quelques semaines après devant les électeurs et les électrices aux municipales. Et après, l'élection présidentielle et législative, c'est un an après. Donc, construisons pas à pas cette unité dont nous avons besoin. Fabien Gay, vous êtes sénateur communiste. Merci d'avoir été avec Merci. nous. Je rappelle que vous êtes rapporteur de cette commission d'enquête sénatoriale sur les aides publiques aux grandes entreprises. Et on rappelle ce chiffre, je vous laisse le rappeler, c'est quand même un chiffre 211 inédit. milliards. 211 milliards d'aides publiques. Merci à vous. Merci. Et merci à vous de votre fidélité. C'est la fin de cet entretien. Excellente suite des programmes sur le Média.